Bonsoir à tous, bienvenue dans N'Actu, votre rendez-vous pour décortiquer toute l'actualité des 12 départements de Nouvelle-Aquitaine. N'Actu avec évidemment tout ce qui fait le buzz dans notre si belle région. On va attaquer tout de suite pour voir ce qui fait le buzz aujourd'hui avec le sommaire. Il est signé Clément Darbieux. À la une de ce deuxième numéro, Jean Lassalle est l'invité exceptionnel de N'Actu. L'homme politique des Pyrénées-Atlantiques charge le président de la République Emmanuel Macron et le Parlement concernant la vaccination. Vous verrez également les interventions de nos députés de la région à l'Assemblée nationale. Anne-Laure Babot et Stéphane Delautrette étaient à l'honneur. Enfin, focus sur le festival ODP de Talence avec son fondateur Sébastien Lussanier, un festival au profit des orphelins des sapeurs-pompiers de France. Et on débute donc avec le buzz incroyable du jour. Pour en parler, j'accueille en studio à mes côtés un journaliste de la rédaction, en l'occurrence Victor Pérez-Boucheron. Salut Victor. Bonjour Benji, bonjour à tous. Victor, comme régulièrement lors de la campagne présidentielle, il y a un homme que l'on connaît bien dans la région Nouvelle-Aquitaine, surtout du côté des Pyrénées-Atlantiques, c'est Jean Lassalle. Ce matin, on s'est réveillé, on a vu Jean Lassalle en top tendance tweet France avec plus de 30 000 tweets avec le hashtag Jean Lassalle. Incroyable buzz, Victor, mais pourquoi donc Jean Lassalle, qui est à la retraite ou presque et qui n'est plus candidat à rien, fait le buzz de cette manière? En effet, Benjamin, ça a fait la une de la presse son début de semaine. C'est évidemment le coup de gueule de Jean Lassalle sur NTD. Une vidéo publiée donc sur Twitter. L'ancien député des Pyrénées-Atlantiques est monté au créneau en balançant le Parlement et le président Emmanuel Macron de ne pas être vacciné. Alors j'ai posé la question directement à Jean Lassalle. Selon lui, Emmanuel Macron n'est pas vacciné car il n'en a pas envie. Regardez. Ah ben, c'est-à-dire, j'ai déjà commencé par dire ça, et puis maintenant, je vais laisser l'affaire se développer, puisque on ne peut plus rien dire dans ce pays, euh, et je ne suis plus relayé par la presse nationale, comme je dis. Donc, je répondrai à des personnes d'interview. Ah ben, bien sûr que je suis censuré totalement. Vous avez vu la dernière campagne présidentielle? Oui, complètement, oui. Oui, bien sûr. Mais vous savez, je suis quand même, j'ai été maire 42 ans et député plus de 20 ans. Ils me connaissent. C'est-à-dire, euh, c'est vrai dans la mesure où ce qu'on m'a dit, euh, et pendant que, alors que j'ai été opéré à 4 reprises, l'est, mais il y a tellement de signes convergents, y compris dans mon processus de guérison, que je le crois fermement, oui. Interview exclusive pour NATV de Jean Lassalle à ton micro, Victor. Jean Lassalle, donc, qui accuse directement le président de la République, Emmanuel Macron, de ne pas avoir été vacciné, contrairement à ce que l'on a vu sur toutes les images à l'époque. Jean Lassalle, Victor, il a sorti la mitrailleuse et il a ciblé donc le président, mais pas seulement. Il avait aussi dans son viseur l'ancien ministre de la Santé, Olivier Véran. Oui, rafale de balles dans l'hémicycle. Il a été donc député durant la crise Covid, Jean Lassalle. Et il a aussi épinglé celui qui était ministre de la Santé à l'époque, qui est désormais maintenant le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran. Il déclare également que le vaccin n'est pas légal. Regardez. Non, mais si, je lui ai dit comme tout le monde, mais il n'en a jamais tenu aucun cas. Si, si vous vouliez voir ce que j'ai dit, il faudrait me dire, regardez, presque faire de l'archéologie, voir la multitude de mes informations. Non, je confirme complètement, oui. Voilà, donc, voilà, je confirme totalement mes propos euh, à propos du vaccin et à propos du fait que le président n'a pas été vacciné, bien sûr, il n'en avait aucune envie. Mais vous savez, quelqu'un qui réfléchit un peu, est-ce qu'il va se vacciner à des vaccins aussi complexes, alors qu'ils n'ont même pas encore les 24 mois que réclamaient avant toutes les institutions internationales de santé. Il y a une période probatoire de 24 mois. Ça, c'est plus Pasteur qui introduit la rage.
prise sur la barre d'un loup à petite dose pour vous prévenir. Et puis Victor, troisième séquence, quand tu as eu Jean Lassalle ce matin en interview par téléphone, Jean Lassalle qui a attaqué ses collègues du Parlement. Et oui, il les connaît par cœur, hein, les députés et les bancs de l'Assemblée nationale. Certains de ses anciens collègues, donc, il le cite malhonnête, entre autres. Et aussi, Jean Lassalle, donc, se désole de la démocratie en France. C'était mieux avant, regardez. Momentanément, au moins. Il y a un peu de recul pour justement voir, ben, j'ai mon mouvement résistant. Si vous voulez voir ce qu'on trafique, pourquoi la plupart de la majorité des députés ne sont pas déjà malhonnêtes. Mais seulement il y en a quelques-uns dont on se sert de la légitime ambition pour la satisfaire, et une fois qu'elle est satisfaite, après on les tient par les petits avantages qu'on leur a accordés, et dans le monde entier c'est à peu près pareil. Vous savez, la démocratie en France elle existait, mais elle n'y est plus, ni de débat d'idées non plus. Voilà, et vous commencez par vous mettre une petite à jour, parce que là, sinon, je ne peux pas répondre. D'autant que je suis en train de monter une tente très raide, avec une mauvaise oreillette, cette oreillette de téléphone, je ne suis pas en mesure pour répondre. Jean Lassalle qui, malgré les soucis techniques, Victor a donc tiré à boulet rouge sur à peu près tout le monde. On pourra, Victor, par l'intermédiaire de capsules, réécouter toutes ces déclarations sur les réseaux sociaux. En tout cas, le hashtag Jean Lassalle risque de durer encore un petit peu parce qu'on suppose qu'il y aura une réaction de membres du gouvernement, notamment, qui ont été directement attaqués. En effet, entre autres Olivier Véran, donc, hein, le porte-parole désormais du gouvernement, si jamais il devait y avoir une réaction de sa part, évidemment qu'on tiendra au courant et qu'on appellera, pourquoi pas, le porte-parole du gouvernement. Victor, que l'on retrouve pour un entretien vélo tout à l'heure dans le Nasport Show et qu'on le retrouve demain dans une nouvelle émission de Nactu avec le journal de Victor et tout ce qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. Merci Victor, bonne soirée. Merci Benji, au revoir. On continue Nactu avec le meilleur des interventions des députés de la région Nouvelle-Aquitaine à l'Assemblée nationale, avec notamment une séance vendredi dernier où le sujet de la lutte contre les plastiques dangereux pour l'environnement et la santé était abordé. Anne-Laure Babot, députée de la Charente-Maritime, et Stéphane Delautrette ont pris la parole. Stéphane Delautrette, député de la Haute-Vienne. On les écoute tout de suite dans Nactu. Je vais appeler notre collègue Anne-Laure Babot pour le groupe démocrate. Pour 10 minutes. Merci. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Je tiens tout d'abord à adresser mes remerciements au rapporteur, Monsieur Pahin, pour le travail qui a précédé cette proposition de loi, ainsi que pour son engagement sans faille en faveur de la cause environnementale. Je m'inscris totalement dans cet engagement. Le groupe démocrate et indépendant est heureux de voir figurer, à l'occasion de cette niche parlementaire, ce texte qui vient renforcer nos exigences en matière de réduction des déchets plastiques, nocifs pour l'environnement et la santé. Aussi, ce texte a fait l'objet de nombreuses auditions, tant auprès des défenseurs de l'environnement que des recycleurs et industriels. Aujourd'hui, on estime que 150 millions de tonnes de plastique polluent nos océans. Cela représente l'équivalent d'un camion poubelle déversé chaque minute dans l'océan. 50% des déchets plastiques retrouvés en mer sont des emballages à usage unique. Ils suivent le fil de l'eau des fleuves à partir de nos égouts, de nos canalisations et de nos routes pour terminer leur parcours dans nos océans. Leur dégradation en microplastiques et en nanoplastiques affecte les écosystèmes marins et leur capacité à capter le carbone. Cette dégradation tue aussi de nombreuses espèces marines. Nous avons tous en tête l'image de cadavres d'animaux remplis de plastique. L'enjeu est donc grand, tant contre le réchauffement climatique que pour le respect du vivant. Il est urgent d'agir. La loi Climat et Résilience de 2021 prévoit une interdiction des emballages en polystyrène d'ici 2025. S'ils sont dans l'incapacité d'intégrer une filière de recyclage. Notre texte initial prévoyait l'interdiction immédiate du polystyrène, car nous considérons cette substance particulièrement nocive pour notre environnement.
Cette dernière se dégrade difficilement dans l'océan par la complexité de sa composition et sa friabilité. 30% des plastiques retrouvés dans l'océan sont des polystyrènes. Au regard de ces éléments, l'interdiction du polystyrène paraissait donc assez évidente. Néanmoins, nous avons hérité d'un modèle de consommation d'après-guerre qui voit ses limites aujourd'hui dans de nombreux domaines. Nous avons fait du tout plastique durant 70 ans, des emballages jetables à partir d'énergies fossiles et longtemps destinés à être enfouis ou incinérés. Aujourd'hui, nous aimerions passer au zéro plastique en claquant des doigts. Personnellement, je le souhaite, et je pense que nous sommes nombreux dans cet hémicycle à le souhaiter. On comprendra aisément que ce n'est pas si simple de faire machine arrière. Il existe bien des alternatives plus vertueuses au polystyrène, mais elles sont encore techniquement insatisfaisantes pour nos industriels. Il nous faut donc encore innover pour aller vers des solutions biosourcées, à usage multiple et recyclables. Dans la continuité de la loi AGEC, le gouvernement a publié l'an dernier sa stratégie 3R, réduction, réemploi, recyclage, qui fixait un objectif de 100% des emballages recyclables d'ici 2025. Notre proposition de loi vient donc renforcer cet objectif en lui donnant une portée contraignante, en obligeant les industriels à développer une filière de recyclage pour leur emballage plastique sous peine d'interdiction. Cela représente une réelle avancée dans la mise en œuvre de la stratégie 3R. Aussi, cette volonté de protection de l'environnement se retrouve dans l'article 3, qui impose un affichage indiquant la présence de plastique dans l'emballage et les effets nocifs sur l'environnement qu'il pourrait potentiellement produire. Et dans l'article 4, qui vise à limiter la dégradation des espaces protégés par la pollution plastique. Enfin, l'article 2 vise à protéger la santé des Françaises et des Français en interdisant les composés perfluorés des produits de notre quotidien. Emballages et contenants alimentaires, ustensiles de cuisine, petits électroménagers, jouets et articles de puériculture, couches pour bébés et protection d'hygiène intime. Ces produits sont visés par une restriction ou une interdiction européenne dès 2025. Au-delà de notre proposition de loi, il est essentiel que chaque acteur de la chaîne fasse sa part dans un projet global de sobriété. Tout d'abord, l'industrie plasturgique doit innover en limitant la superposition de couches de plastique et l'ajout d'additifs qui compliquent le tri et le recyclage. C'est aussi explorer les possibilités offertes par les matériaux biosourcés. Ensuite, il en va de la responsabilité des industriels de choisir des solutions vertueuses pour l'environnement. Avant tout, dans l'industrie agroalimentaire, par exemple, il est nécessaire de favoriser des formats dits familiaux, notamment sur les produits laitiers, comme c'est le cas dans d'autres pays européens, ainsi que le vrac et la consigne. Dans ce processus, le consommateur joue un rôle majeur. Il dispose d'un pouvoir d'orientation vis-à-vis des entreprises par ses actes d'achat. L'enjeu est donc de l'informer au mieux pour lui permettre de prendre conscience de son impact et de choisir pour qu'il soit acteur de sa consommation. De plus, l'enjeu est de développer une économie circulaire des emballages plastiques. Ces nouvelles filières doivent ainsi permettre le retour au contact alimentaire des produits recyclés afin de cesser de faire pression sur les ressources naturelles pour produire de nouveaux emballages. Enfin, les pouvoirs publics doivent également agir pour accélérer sur la collecte de tri, rendre les consignes plus lisibles, mettre à disposition davantage de bornes de collecte, assurer un suivi des dispositifs de tri de la poubelle jusqu'au centre de recyclage. En résumé, c'est l'ensemble des acteurs qui se doit d'être responsables face aux enjeux climatiques. Cette sobriété plastique est par ailleurs tout à fait cohérente avec notre objectif de réduction de notre consommation énergétique d'ici 2050. En effet, une étude récente nous apprend que l'industrie plasturgique représente près de 9% de la consommation de gaz fossile et 8% de la consommation de pétrole de l'Union européenne en 2020. Qui plus est, les emballages plastiques représentent 40% de l'industrie plasturgique et par conséquent, ils représentent aussi un moyen de réduire notre empreinte carbone. Le groupe démocrate et indépendant sera particulièrement vigilant à la bonne mise en place des filières de recyclage à l'horizon 2025. Le rendez-vous est donné aux industriels et il doit être tenu. Aucune prolongation ne sera accordée si nous voulons être crédibles dans notre combat contre le réchauffement climatique. En parallèle, nous appelons à la création d'un groupe transpartisan, associant les industriels, les associations environnementales et de consommateurs, ainsi que les élus pour accompagner cette transition. À cela,
l'évaluation systématique de l'impact carbone de chaque solution est impérative afin de prendre des décisions étayées, notamment par l'analyse de cycle de vie de chaque produit avant sa mise sur le marché. Nous sommes au tout début de cette démarche, mais ce travail est incontournable pour nous permettre de prendre les bonnes décisions pour l'avenir de nos enfants. Aussi, le groupe démocrate et indépendant votera cette proposition de loi en pleine cohérence avec son engagement écologique. À la veille du 1er janvier 2025, nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas, il reste 2 ans. Merci, chers collègues. Pour le groupe socialiste et apparenté et pour 5 minutes, la parole est à monsieur Stéphane Delautrette. Merci. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, selon le rapport publié par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques de décembre 2020, le plastique est devenu en moins d'1 siècle le 3e matériau le plus fabriqué au monde, après le ciment et l'acier. Chaque année, nous produisons plus de 350 millions de tonnes de plastique sur la planète. Conçus à l'origine pour être utilisés comme des matériaux résistants et de longue durée, les plastiques sont devenus, ironie du sort, le matériau privilégié pour le secteur de l'emballage par des usages uniques ou de courte durée. Il en résulte que 81% des plastiques mis en circulation deviennent des déchets au bout d'1 année seulement. Là où nos voisins européens ont mené une action résolue sur la question du recyclage des déchets plastiques, les résultats sont au rendez-vous. La Grande-Bretagne recycle à 46% ces déchets plastiques et l'Allemagne 50%. Sur ce terrain, avec un taux de 29% selon Citeo, notre pays est très en retard et très loin de l'objectif affiché par le président de la République de 100% de déchets recyclés à horizon 2025. Mes chers collègues, la prolifération des plastiques est un fléau à combattre de toute urgence, pour plusieurs raisons. D'abord, en raison de son impact considérable sur la biodiversité, et en particulier sur les milieux marins. Selon les estimations, la quantité de déchets plastiques en mer a doublé depuis les années 80, affectant un nombre grandissant d'organismes vivants. Ensuite, parce que la production de plastique dans de telles quantités induit un impact non négligeable sur le dérèglement climatique. La simple production de polyester génère autant d'émissions annuelles de CO2 que celles de 142 millions de voitures. Enfin, certains contenants plastiques affectent directement la santé humaine. Je pense en particulier aux risques que représentent les perturbateurs endocriniens et autres substances chimiques nocives qui sont susceptibles de dérégler le système hormonal. Pour toutes ces raisons, le groupe socialiste et apparenté plaide de longue date pour des mesures fortes et une stratégie suffisamment ambitieuse pour réduire drastiquement notre dépendance au plastique de façon planifiée. Je tiens donc à saluer le dépôt de cette proposition par notre collègue Jimmy Pahin et remercie Monsieur le rapporteur pour son travail qui nous permet de remettre sur le métier cette question essentielle des plastiques dangereux. Je veux également saluer l'adoption en commission de notre amendement visant à garantir l'accompagnement par l'État des acteurs publics et privés dans leurs efforts de réduction de l'usage du plastique. C'est l'objet de l'article 5 de la présente proposition de loi. Il s'agit, pour les élus socialistes et apparentés, d'un impératif pour garantir une transition écologique rapide, efficace et concertée. En revanche, nous regrettons la réécriture en commission de l'article 1er, qui remplace l'interdiction des emballages constitués de polystyrène ou de polymères similaires par d'autres dispositions déjà partiellement actées dans le cadre de la loi AGEC. Rappelons que les emballages en polystyrène représentent 1/3 des plastiques retrouvés dans la nature.
sans même évoquer la toxicité du styrène, classé cancérogène probable par le Centre international de la recherche sur le cancer et identifié au niveau européen comme toxique pour la reproduction. C'est pourquoi nous défendrons par amendement le rétablissement de la rédaction initiale de l'article 1er qui prévoyait l'interdiction des emballages constitués de polystyrène ou de polymères similaires et qui donnait tout son sens à la proposition de loi. Je dirais, ne vaut-il pas mieux prévenir que guérir ? C'est le sens de la stratégie 3R qui met en avant avant tout la réduction, puis le réemploi, puis le recyclage. En tout état de cause, les dispositions de ce texte constituent un pas supplémentaire vers la suppression des plastiques dangereux et c'est pourquoi, sous réserve des avancées obtenues après examen des amendements différents et du maintien des dispositions adoptées en commission à notre initiative, le groupe socialiste soutiendra cette proposition de loi conformément à son engagement constant sur ce sujet. Je vous remercie. 5 minutes tout rond. Merci, chers collègues. On se retrouve dans un instant dans Actu pour la suite de l'émission. Nous sommes ensemble, je vous le rappelle, jusqu'à 20h. Au programme de la deuxième partie de Actu, la suite des interventions de nos députés de la région Nouvelle-Aquitaine à l'Assemblée nationale. Et puis l'invité de la rédaction, aujourd'hui, Sébastien Lussagnier répond au micro de Victor Pérez-Boucheron. Sébastien Lussagnier, c'est le fondateur du festival ODP Talence qui a répondu à nos questions, un festival au profit des orphelins des sapeurs-pompiers français. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h. Ne bougez pas, on revient tout de suite pour la fin de Nactu. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le Canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le Canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le Canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le Canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le Canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le Canal 30.
Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. L'actu, c'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. Dans Actu avec le meilleur des interventions des députés de la région Nouvelle-Aquitaine à l'Assemblée nationale. Après le sujet de la lutte contre les plastiques, on va aborder un tout autre thème, celui de l'engrillagement des espaces naturels et la protection de la propriété privée. 3 députés de Nouvelle-Aquitaine sont intervenus sur ce thème. Il s'agit de Stéphane Delautrette, député de la 2e circonscription de la Haute-Vienne, Manon Meunier, députée de la 3e circonscription de ce même département, et puis Lisa Bellouco, qui elle est députée de la 1re circonscription de la Vienne. On les écoute. Monsieur Stéphane Delautrette pour le groupe socialiste et apparenté. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, comme vous le savez, la libre circulation de la faune sauvage est un préalable indispensable aux politiques de préservation de la biodiversité dans nos territoires. Ainsi, le législateur est intervenu à plusieurs reprises pour préciser le statut des trames vertes et bleues. Les lois Grenelle 1 et 2, complétées par la loi de 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, ont sanctuarisé cette approche et introduit l'obligation pour les propriétaires et gestionnaires d'espaces naturels de maintenir la libre circulation de la faune sauvage. Malgré cette attention particulière du législateur, nous sommes nombreuses et nombreux à observer dans nos territoires le développement souvent incontrôlé de clôtures en milieu naturel, notamment dans le cadre de la création de nouveaux enclos de chasse. Si le Code civil indique effectivement que tout propriétaire peut clore son héritage, la jurisprudence veille à ce que ce droit respecte les éventuelles servitudes et ne soit pas utilisé de manière abusive. La Cour de cassation a eu l'occasion de rappeler que si le propriétaire a le droit de se clore, il est en même temps tenu au respect des prescriptions fixées par la loi ou le décret en ce qui concerne l'édification de ces clôtures ou les droits des tiers. Comme bien souvent, la liberté des uns s'arrête où commence celle des autres. C'est notamment pour cette raison que le législateur a souhaité ouvrir la possibilité aux élus locaux de réguler par le Code de l'urbanisme l'édification des clôtures dans les zones agricoles et naturelles lors de l'élaboration des PLU. Dispositions, quand elles sont prises, que les maires ont bien des difficultés à faire appliquer, et là, c'est l'expérience d'un ancien maire qui parle. Constatant que l'arsenal législatif en vigueur est manifestement incomplet et insuffisant pour traiter cette question de l'engrillagement des zones naturelles, nos collègues sénateurs avaient soulevé ce problème en janvier dernier. Aussi, je tiens à saluer l'initiative de notre collègue Richard Ramos, qui propose de nous pencher à notre tour sur la problématique de l'engrillagement des zones naturelles. Lors de l'examen de la proposition de loi en commission, nos échanges ont beaucoup porté sur un point de désaccord concernant la date à partir de laquelle les clôtures seront concernées par les dispositions de ce texte. Ces discussions ont abouti à un dénouement pour le moins inattendu. En effet, c'est finalement la date de 1985, en référence à la loi du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d'aménagement qui a été retenue sur la base d'un amendement porté par le Rassemblement national et voté par les membres de la majorité. Or, vous aviez la possibilité, monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les membres de la majorité, d'améliorer la portée de ce texte en votant l'amendement de notre collègue Manon Meunier, qui prévoyait la suppression de l'année de référence. Vous ne l'avez pas fait, alors qu'au sein de la majorité, le groupe Renaissance avait pourtant initialement déposé un amendement en ce sens.
Soyons clairs, au sein du groupe socialiste et apparentés, nous aurions préféré une telle évolution. Mais nous aurons l'occasion de revenir sur ce sujet lors de l'examen des amendements déposés à l'article 1er, visant à remplacer la référence à l'année 85 par une interdiction applicable aux clôtures installées dans les 30 dernières années. Dans tous les cas, cette proposition de loi marque une avancée en faveur de la biodiversité et de la préservation du milieu naturel. Pour cette raison, sous réserve de nos discussions de tout à l'heure, le groupe socialiste et apparenté maintiendra son vote en faveur de ce texte. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est maintenant à Monsieur Vincent Thibault et maintenant à Madame Manon Meunier pour le groupe de la France Insoumise. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, pas du tout, Monsieur le Président de la Commission du Développement durable, Monsieur le rapporteur, chers collègues, la biodiversité s'effondre. Et mauvaise nouvelle, les écosystèmes non plus n'obéissent pas aux lois du marché. Ainsi serait-il important, si l'on était un gouvernement, de saisir qu'il faut absolument mettre en place une planification poussée et largement financée pour sauvegarder notre biodiversité. Or, si j'en juge le nombre de fois que nous avons abordé le sujet depuis le début de ce mandat, il me semble que le gouvernement n'a pas saisi l'urgence. Expliquons donc. Très factuellement, 30%, c'est le pourcentage de diminution de la population d'oiseaux en France depuis 30 ans. Et 1 million, c'est le nombre d'espèces animales et végétales menacées d'extinction dans le monde. Or, un rapport paru cet été de l'IPBES montre que nous dépendons au quotidien de près de 50 000 espèces sauvages. Les pollinisateurs, par exemple, assurent la reproduction de plus de 80% de fleurs et végétaux cultivés dans l'Union européenne. Divers insectes et mollusques participent au recyclage organique et à la recomposition des sols. Chaque espèce est un maillon d'une chaîne alimentaire dont nous faisons toutes et tous partie. Bref, l'être humain appartient au très grand écosystème terrestre et il est donc nécessaire pour nous toutes et tous de le préserver. Or, il semblerait que M. Béchu, pourtant ministre de la Transition écologique, n'ait malheureusement pas compris cela. Seulement 300 millions sont prévus pour la biodiversité dans le nouveau projet de loi des finances. 300 millions, c'est dérisoire, si l'on considère par exemple les 800 millions d'euros que recevront Vinci et Eiffage pour la construction d'une autoroute payante, trop chère en Haute-Vienne et en Vienne. 300 millions au niveau national pour la biodiversité, 800 millions en local pour 2 entreprises privées et un projet destructeur de terres agricoles et naturelles. Alors oui, cette proposition de loi qui nous permet enfin de parler biodiversité, en proposant l'adaptation des clôtures placées en milieu naturel pour permettre la libre circulation de la faune sauvage, est la bienvenue. Je salue d'ailleurs la concertation de la Commission développement durable et la mobilisation de la NUPES qui ont permis l'amélioration de ce texte. Nous avons étendu ensemble le champ d'application de la loi à tous les espaces naturels. Les haies remplaçant les clôtures seront constituées d'espèces végétales, locales et diversifiées. Et nous avons fait diminuer la contravention prévue en cas d'intrusion involontaire en propriété privée. Mais il reste encore dans cette proposition de loi quelques points fort regrettables. Premièrement, il semble que nous tomberons d'accord à l'énoncé de quelques principes fondamentaux de nos services publics. Permettre une égalité d'accès aux services à tous nos concitoyens, mais également assurer l'impartialité du personnel engagé de ces services en tant qu'agent de l'État. Et il est d'autant plus important de respecter ce dernier principe d'impartialité lorsqu'il s'agit d'exercer un contrôle à visée judiciaire. C'est par exemple le rôle de l'OFB, Office français de la biodiversité, dont les agentes et agents exercent un rôle de police de l'environnement. Or, certains alinéas de ce texte visent à étendre une partie de ce rôle de contrôle de l'application du Code de l'environnement aux fédérations de chasse. Vous comprendrez que le principe d'impartialité serait remis en cause, que des conflits d'intérêts pourraient entrer en jeu. Aussi, si vous jugez que les agents de l'OFB ne sont pas suffisamment nombreux pour effectuer ces contrôles, c'est normal. 60 équivalents temps plein ont été supprimés depuis 2020. Mais j'ai une bonne nouvelle, nous analysons très prochainement le projet de loi des finances et nous allons pouvoir proposer ensemble la création des 500 postes supplémentaires demandés par les syndicats pour l'Office, contre les 15 actuellement proposés par M. Béchu dans ce projet de loi.
Par ailleurs, la contravention de niveau 4 pour intrusion involontaire et sans dégâts de promeneurs qui se trompent de chemin et pénètrent dans une forêt privée reste bien trop élevée. Lorsqu'il s'agit des milieux naturels, de la forêt, de nos rivières, nous devrions toujours davantage chercher à tendre vers un partage de ces paysages comme bien commun. C'est d'ailleurs déjà le cas pour nos sentiers littoraux, dont l'accès à nos concitoyens est assuré par la loi littorale dans une logique de partage du patrimoine naturel. Mais nous aurions également souhaité que ce texte aille plus loin et condamne certaines pratiques indissociables de l'engrillagement. Nous parlons bien entendu de l'agrainage ou de l'affouragement, ou encore de l'importation d'espèces exotiques comme le cerf sika, qui ont pour but d'augmenter les effectifs d'espèces considérées comme gibier pour la chasse. Ces pratiques favorisent certaines espèces, créent des déséquilibres dans nos écosystèmes, représentant un danger pour notre biodiversité, mais aussi pour notre agriculture. Vous l'admettrez, bien plus gênant qu'un promeneur qui se trompe de chemin. Peut-être était-ce là la priorité. En conclusion, nous serons donc attentifs aux différentes orientations prises par ce texte et nous veillerons à ce que les intérêts de la biodiversité et des promeneurs soient sauvegardés en premier. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est maintenant à Madame Lisa Bellucco pour le groupe écologiste. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission Développement Durable, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Je voudrais débuter mon propos en remerciant, une fois n'est pas coutume, les collègues démocrates pour avoir placé cette proposition de loi en bonne place dans leur niche. L'arrivée de ce sujet dans notre hémicycle est une bonne nouvelle au vu des enjeux abordés, notamment en termes de préservation des écosystèmes. L'engrillagement des espaces naturels est un fléau qui touche principalement la Sologne, ça a été dit, mais pas seulement. La Picardie, les Landes ou encore la Normandie voient aussi leurs forêts traversées par des milliers de mètres de clôtures grillagées au détriment de la faune sauvage et des cueilleurs de champignons. Il existerait, d'après Feu, l'ONCFS, environ 1300 parcs et enclos en France qui détiennent au total entre 50 000 et 100 000 animaux. Alors que nous voyons se dérouler sous nos yeux la 6e extinction de masse du vivant, il est important de rappeler que l'une des principales causes d'effondrement de la biodiversité est la fragmentation des habitats. Afin de préserver la diversité génétique des espèces d'animaux, ces derniers ont en effet besoin de pouvoir se déplacer sur un territoire étendu. En entravant la libre circulation de la faune sauvage, l'engrillagement a un impact considérable sur la pérennité des espèces. Mais je voudrais dire un mot tout de même sur les enclos de chasse, car c'est bien à cela que servent ces grillages. Dans ces enclos, tout est permis. Ça a été rappelé par les premiers orateurs et par Monsieur le rapporteur d'ailleurs. Ces enclos apparaissent comme des zones franches où les règles communes ne s'appliquent pas. On y chasse toute l'année, des animaux souvent issus d'élevage, parfois exotiques, qui n'ont pas la possibilité de s'échapper. Cela pose des questions éthiques au dire même de certains chasseurs. Alors ce texte met un coin dans cette pratique barbare et permettra de rendre perméable un grand nombre de clôtures qui ne pourront donc plus servir d'enclos. Je salue le travail en commission, je salue moi aussi, parce que ça a été fait aussi par certains des précédents orateurs, le travail en commission qui a permis d'accentuer l'ambition de ce texte. Et si les améliorations apportées sont importantes, nous pensons qu'il faut aller encore plus loin. Nous avons aujourd'hui Ça vous fait sourire. Et je ferai des propositions en ce sens. Nous avons aujourd'hui l'occasion de mettre définitivement fin, et je me permets là de citer Monsieur le rapporteur Ramos, au baltrap vivant que constitue la chasse en enclos. Au passage, j'aimerais rappeler que cette chasse est un loisir d'une infime minorité de privilégiés. Cette activité draine des sommes d'argent importantes pour le plaisir de riches industriels, de rentiers ou d'aristocrates de tout poil. Dans le moindre enclos bas de gamme, le droit d'abattre un sanglier se monnaie au moins 300 €. Les prix s'envolent quand il s'agit d'abattre un individu d'une espèce exotique et certains sont prêts à payer jusqu'à 4 000 € pour avoir la possibilité de torturer et de tuer un grand cerf à demi apprivoisé car issu de l'élevage et qui n'a aucune chance de s'échapper. Donc, à celles et ceux qui avanceraient l'argument de la chasse comme activité populaire, oui, mais pas en enclos. En enclos, je leur réponds d'avance que cette chasse-là n'a absolument rien à voir avec le droit à chasser obtenu par le peuple à la Révolution française. Cette chasse-là est la chasse des classes méprisantes et destructrices, les mêmes qui sont à l'origine de l'exploitation des femmes et des hommes et de la destruction de la planète.
Au-delà de la chasse en enclos, je crois que nous devons aussi profiter de l'opportunité qui nous est offerte pour nous questionner sur les pratiques délétères de certains chasseurs. Je pense là notamment à l'agrainage et à l'affouragement, c'est-à-dire le fait de nourrir le gibier afin de concentrer les individus chassables en un même secteur pour le plus grand plaisir de nos amis les premiers écologistes de France. La concentration d'animaux peu farouches dans un périmètre réduit a souvent pour conséquence la dégradation des cultures alentours. Ce texte aborde un autre sujet d'importance, l'accès à la nature. Il paraît nécessaire, si nous allons vers une réduction des possibilités de clôturer des terrains, de permettre en retour la protection de la propriété privée par d'autres moyens. En ce sens, l'article 2 instaure la possibilité de sanctionner d'une amende de 4e classe toute personne qui s'introduirait sur une parcelle privée. Si, au premier abord, cette mesure semble être frappée au coin du bon sens, il s'avère qu'elle risque en fait de limiter très fortement l'accès de toutes et tous à la nature. En effet, je le rappelle, 75% des forêts françaises sont privées. La disposition introduite par ce texte permettrait donc, par l'installation de quelques panneaux, d'interdire à quiconque de s'y promener. Nous pensons qu'il est nécessaire d'approfondir la question de l'accès et des usages de la nature avant de prendre une telle décision. Nous souhaitons donc le retrait de cet article, mais j'y reviendrai quand nous en discuterons. En conclusion, ce texte apporte des avancées indéniables pour les forêts de Sologne et d'ailleurs, et pour la faune sauvage qui y vit. Il nous offre aussi une occasion de questionner certaines pratiques et notre rapport collectif aux forêts et à la nature. Je vous remercie. Je vous remercie. La séance est suspendue pour 5 minutes. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine.
NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. On retrouvera demain de nouvelles interventions des députés néo-aquitains dans l'émission N'Actu, puisque demain il n'y aura pas de nappe politique. On vous dira tout sur l'ensemble des questions posées au gouvernement à l'Assemblée nationale. Mais tout de suite, c'est l'invité de la rédaction, c'est Victor Pérez-Boucheron qui reçoit Sébastien Lussagnier, fondateur du festival ODP Talence, un festival organisé au profit des orphelins des sapeurs-pompiers de France. Sébastien Lussagnier au micro de Victor Pérez-Boucheron. Bonsoir Sébastien Lussagnier. Bonsoir. Donc vous êtes le directeur du festival ODP de Talence. Alors à quoi consiste le festival ? Ce festival, il a pour objectif de promouvoir l'œuvre des pupilles orphelins des sapeurs-pompiers de France, dans un premier temps, et dans un second temps, il a aussi l'objectif de récolter des fonds pour celle-ci. Alors comment s'est-il déroulé ce festival, cette dernière édition ? Voilà, la dernière édition s'est déroulée à merveille, on va dire. C'est un record d'affluence. C'est une organisation plutôt limpide à notre niveau, et ça, c'est très agréable. Une météo parfaite, on est passé un peu entre les gouttes, on a eu peur à certains moments. Et voilà, enfin aujourd'hui, les retours sont plutôt très agréables à lire ou à écouter. Et nous aussi, on a passé un très bon moment. Toutes les familles, les pupilles qui étaient là ont passé un super moment. Je crois que les artistes aussi ont pris beaucoup de plaisir et ça s'est ressenti auprès des festivaliers. Donc c'est vrai qu'on est très satisfait à chaud, on est très très satisfait. Donc 7e édition cette année, l'année prochaine sera la 8e. Vous observez une constante évolution sur le festival ? On peut pas dire, on a eu des hauts, des un peu plus bas, etc. Là, il est vrai que depuis 2 ans, il y a eu cette année Covid qui a stoppé un peu tout le monde. L'année dernière, on est reparti de belle manière. On a eu des doutes, on a eu aussi de la chance. On est tombé au bon moment, juste avant que les masques, on ait le droit de retirer les masques. Il y a eu plein de choses qui ont fait que c'était une belle année. Il y a eu du monde, mais cette année, c'est vrai que l'affluence, on n'attendait pas tant de monde. On les espérait évidemment, mais on n'attendait pas autant de monde et ça a été super. Vous n'avez pas été menacé par les annulations dues aux fortes chaleurs ? Non, pas menacé. Nous, on avait une vraie crainte en tant que sapeurs-pompiers. Aujourd'hui, ce festival repose sur la présence de bénévoles. Il est organisé par des bénévoles, tous sapeurs-pompiers. C'est vrai que les feux de cet été nous ont fait très peur. Et là, malheureusement, lundi, on a appris lors du démontage que ça repartait et on sait où ça en est. Et là aussi, on est passé entre les gouttes, mais voilà, une saison bien compliquée. Voilà, c'est justement ma question. Vous êtes tous bénévoles, sapeurs-pompiers professionnels. Justement, est-ce qu'il n'y avait pas une crainte, voilà, justement, de devoir partir en intervention et de laisser, entre guillemets, tomber le festival ? Si, on savait que si une nouvelle situation d'ampleur se reproduisait, les bénévoles auraient évidemment dû prioriser l'opérationnel et donc armer les véhicules pour aller au feu. On a eu, c'est vraiment, voilà, on est passé entre les gouttes de la pluie et on était passé entre les flammes, on va dire, durant tout ce festival. Et lundi, pas le moindre répit. Certains qui devaient être là dès mardi pour nous aider à démonter ont dû rejoindre leur caserne. Mais voilà, on a réussi à faire face quand même à la situation. Mais voilà, c'est comme ça, c'est un été difficile. Donc il y a aussi derrière tout ça une association, l'œuvre des pupilles. Donc à quoi elle consiste cette association ? Cette œuvre des pupilles, donc, elle est basée à Paris. Elle prend en charge tous les orphelins de sapeurs-pompiers, qu'ils soient pompiers volontaires, pompiers militaires, pompiers professionnels. Et l'objectif de l'association donc, est de les prendre en charge du moment du drame jusqu'à leur entrée dans la vie active. Et ça passe par des accompagnements qui peuvent être psychologiques, évidemment financiers. Ça peut aller de simplement remplir un frigo à un moment où ça ne va pas, jusqu'à aider les enfants dans leur scolarité, les accompagner, leur donner accès aux vacances. Et puis après, voilà, les accompagner jusqu'à leur autonomie. C'est un peu comme une deuxième famille ou une épaule sur laquelle s'appuyer ? C'est complètement ça. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir énormément de pupilles qui viennent sur le site du festival. Et donc, on a cette chance aussi de pouvoir échanger avec eux. Et ils considèrent vraiment l'œuvre comme une deuxième famille. C'est devenu pour certains des copains, des frères de cœur, des sœurs de cœur. Et c'est une asso qui est magnifique. Et nous, au festival, on ne fait que leur venir en aide. Donc vous êtes vous-même sapeur-pompier, hein, votre devise périr, sauver ou périr. Est-ce que ça fait partie aussi du métier de pompier, justement, d'aider les gens, non pas dans des interventions, mais justement auprès d'œuvres comme ça ? Oui, c'est dans nos... je veux dire qu'aujourd'hui, je pense que tous les sapeurs-pompiers, etc., ont une démarche personnelle qui fait qu'on a envie de venir en aide aux gens, qu'on a envie d'être proche des gens.
Ça, c'est une chose. Et quand on sait que nous avons une œuvre à nous, nous avons tous, on a perdu des collègues, des amis pour certains, et il paraissait logique de venir en aide à cette cause qui est la nôtre. On a déjà d'autres associations qui peuvent être le Téléthon, qui peuvent être... Mais à moi personnellement, il me paraissait important de faire quelque chose au profit de notre cause, celle qui nous tient à cœur et qui nous concerne directement. La prochaine édition se tiendra donc du 8 au 10 juin. Vous avez déjà un peu une idée des artistes qui seront sur la grande scène ? Non, il n'y a pas encore d'idée. On travaille fort là, sur la programmation. Ça va se jouer dans les 2 mois à venir, on va dire. Donc non, il y a un travail qui est fait. On a un partenariat aujourd'hui avec Olympia Productions et qui nous offre chaque année de très beaux plateaux. Donc on leur fait totalement confiance là-dessus, mais vraiment. Et on sait qu'ils vont fournir le meilleur pour nous amener le plus beau plateau possible sur la scène de Pexoto. Oui, parce qu'il faut à la fois conjuguer votre métier de sapeur-pompier et à la fois le métier d'organisateur au final. Oui, tout à fait. Alors on organise, nous on est staffé, on est organisé aujourd'hui. Je n'aurais pas la prétention de dire que notre organisation est rodée, mais elle a quand même de l'expérience. Et on arrive à faire ça. Et puis je vous dis, on est aussi très bien accompagné à côté par des professionnels sur la partie programmation musicale. Donc, si j'ose dire, tout va bien pour nous. En attendant le festival et les festivités, comment est-ce qu'on peut aider l'association ? L'association, tout simplement, vous pouvez aller sur le site de l'œuvre des pupilles orphelins des sapeurs-pompiers de France. Et il y a moyen déjà, je trouve que c'est assez intéressant d'aller lire, d'aller voir ce qu'elle fait de manière plus précise que la manière dont je vous l'ai expliqué. Et après, les gens qui veulent faire des dons peuvent faire des dons de manière très simple et sécurisée. Alors justement, on peut se poser la question, est-ce que c'est une œuvre qui est méconnue, par exemple, les pupilles de la nation, par exemple, c'est des choses qu'on n'a pas forcément conscience ? Alors aujourd'hui, jusqu'à très peu, les pupilles des sapeurs-pompiers n'étaient pas reconnus pour être les pupilles de la nation. Mais notre œuvre, il est vrai que les sapeurs-pompiers, nous avons la chance et l'honneur d'être un des métiers les plus reconnus et appréciés. Mais notre œuvre l'est absolument pas. Au niveau du grand public, elle est très très peu connue. Et donc aujourd'hui, c'est tout le travail que nous voulons faire au travers le festival. Donc il y a un réel travail de fond justement. Oui, il y a un travail de fond. Nous, on a toujours dit au départ, quand on a lancé ce projet, on va faire de l'image. C'est pas sûr qu'on arrive à faire de l'argent, du moins les premières années. On a réussi à faire de l'image très rapidement. L'argent est arrivé vraiment à partir de la 3e édition de Souvenirs. On en est à plus de 150 000 € reversés à l'œuvre. Et il y a le don de cette année qui va arriver et qui devrait être non négligeable. Donc il n'y a pas trop d'inquiétude sur la suite de l'association, par exemple ? Non, l'œuvre des pupilles à Paris vit grâce à de nombreux donateurs, grâce à de nombreuses actions faites par les sapeurs-pompiers. La nôtre est peut-être d'une certaine ampleur, mais un petit loto organisé dans des campagnes, une petite course, voilà, tous les soutiens réalisés par les sapeurs-pompiers de France et de Navarre sont précieux pour la cause et alimentent cette association voilà, qui a des besoins, mais qui aujourd'hui est une association qui est extrêmement bien gérée et qui se porte bien. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite du projet ? Ben nous, si on parle vraiment du festival, c'est réussir à durer dans le temps. Aujourd'hui, le monde des festivals est un monde qui est un monde qui économiquement va pas très très bien. Le Covid a vraiment posé des gros soucis. Donc voilà, on sait que nous, à notre niveau, l'association Festival ODP et son festival, on est d'une extrême fragilité, on va dire, économique. Mais voilà, on se dit ça depuis le début. On en a fait un, après on a dit on va en faire 3, après on a dit on va en faire 5. On est au 7, on vise le 8e. Maintenant, on se dit on va essayer d'arriver à 10. On avance pas à pas. On ne se pose pas de mauvaises questions. C'est une organisation associative, bénévole. Et voilà, on vit au jour le jour. Et ça marche bien comme ça. Donc, on va continuer à avancer comme ça. On vit au jour le jour. Merci beaucoup, Sébastien Luzani, directeur du Festival ODP de Talence. Merci à vous, bonne soirée. Merci. L'actu, c'est désormais terminé. Pour ceux qui ont raté une partie de l'émission, elle sera d'ores et déjà disponible sur la page YouTube de NATV, sur la page Facebook. Également, toute nouvelle, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la page. Pour ceux qui aiment le sport, vous restez avec nous dans un instant. C'est le NASport Show de 20h à 22h. On va parler football avec le tirage au sort complet du 6e tour de la Coupe de France. On va parler également cyclisme avec un invité, Stéphane Delcourt, pour parler vélo féminin. Et puis, il y aura du surf ou encore la Burdicolor, une course qui a réuni plus de 2000 personnes le week-end dernier du côté de Pessac dans l'agglomération girondine. Il va y avoir du sport sur NATV, mais nous, on reste tranquille et on vous souhaite une très bonne soirée.
NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le canal 30. Le Nasport Live.